Donc ma question, c'est pas est-ce qu'il y a un féminisme ou est-ce qu'il n'y en a pas, parce que moi je considère que le féminisme ne va pas bien du tout et qu'il a clairement disparu, et que quand on nous explique que quand il y a des agressions dans les rues de Paris, il faut être trottoir plus large, je trouve ça vraiment insultant, parce qu'on n'a qu'à dire carrément que pour les violences conjugales, il faut des maisons très grandes, comme ça il n'y a pas de problème. Mais la question, c'est comment est-ce que ça se fait que le féminisme ait disparu comme ça, et qu'il ait été remplacé par beaucoup de... J'ai l'impression, je peux me tromper, mais j'ai l'impression qu'il est remplacé par beaucoup de verbes, beaucoup de vocabulaire, beaucoup de concepts, beaucoup de choses très théoriques, mais très rarement de l'application. Voilà, c'était ma question. Alors vous avez raison, notre époque est assez nihiliste, c'est-à-dire que le sens a disparu et que l'insensé prend souvent la place du sens. On peut finir par dire n'importe quoi, c'est-à-dire que le féminisme, il a existé historiquement. Il n'a pas attendu Simone de Beauvoir, qui d'ailleurs dans la première page, même pas besoin d'aller lire très loin le deuxième sexe, mais dans la première page du deuxième sexe, Simone de Beauvoir dit que le féminisme, c'est has-been. Elle le dit précisément. Donc elle n'inscrit pas sa pensée dans une pensée féministe, Simone de Beauvoir. Évidemment, quand les campus américains vont récupérer sa pensée pour dire que le féminisme, c'est une affaire internationale, planétaire, et qu'elle est la grande prêtresse du féminisme, elle se laisse faire, Simone de Beauvoir. Et donc, elle devient la papesse du féminisme. Mais d'un féminisme qu'il faut défendre. C'est mon féminisme, le mien. C'est celui de Simone de Beauvoir. C'est-à-dire que ça n'est pas quelqu'un... Alors, il faut pas confondre ce que dit Simone de Beauvoir, ce qu'on fait dire à Simone de Beauvoir. On fait aujourd'hui dire beaucoup de bêtises à Simone de Beauvoir, notamment en provenance des États-Unis. Les États-Unis sont des gens qui n'ont pas, comme nous, la tradition de la République. Nous avons la République, la tradition de la République et la tradition de la communauté. La République, c'est cette idée que on est accessoirement homme et femme, qu'on est accessoirement blanc, noir, jaune, qu'on est accessoirement catholique, protestant, juif ou je ne sais quoi, qu'on est accessoirement homosexuel, hétérosexuel, etc. Quand on dit accessoirement, ça ne veut pas dire que c'est rien, mais ça veut juste dire que ça ne doit pas être tout. Nous avions une tradition républicaine dans laquelle on disait si vous vivez votre féminité, votre judéité, votre sexualité, homosexualité ou je ne sais quoi, si vous la vivez d'une manière qui ne nuit pas à autrui, ça ne pose aucun problème. Vous êtes français, citoyen, vous assumez une culture, vous la portez, vous n'êtes pas dans la haine de la République, la res publica, et à ce moment-là, ça ne pose aucun problème. Dans la configuration de la dilution de la République qui est la nôtre, dans la configuration de la dilution de l'intérêt général, dans la dilution, de la configuration de la dilution du bien public, il n'y a plus que des individus particuliers. Il n'y a plus de possibilité de faire communauté. Quand on dit que c'est la journée des droits de la femme, il ne faudrait pas que ça devienne la journée des devoirs de l'homme. Il y a juste un moment donné où on se dit les droits c'est bien, revendiquer les droits c'est très bien, mais on revendique jamais des devoirs. Personne ne descend dans la rue, on dit on veut des devoirs. Non, on veut augmenter les droits. Et le droit, la plupart du temps, c'est le droit à sa subjectivité. Et c'est même le droit à sa subjectivité la plus délirante. J'ai le droit d'être ce que je veux, quand je veux, comme je veux. J'y ai bien droit. Et après tout, la communauté, je n'en ai rien à faire. Donc effectivement, quand la République a été présentée comme un vieux truc, un vieux machin, après mai 68, où on estimait que la République c'était le patriarcat, que c'était la phallocratie, la misogynie, qu'il fallait abolir tout ça, qu'il fallait aller voir du côté de l'Union soviétique où c'était formidable. Ça aussi, on oublie que Simone de Beauvoir, et là-dessus je m'en distingue, mais Simone de Beauvoir disait que le problème de la différence des hommes et des femmes serait résolu dans un régime de type soviétique. Elle dit quand même dans le deuxième sexe que c'est le marxisme qui résolura la différence entre l'homme et la femme, parce que de la même manière qu'il y a une lutte des classes, il y a une lutte des sexes, et que cette lutte se trouvera abolie par la réalisation du marxisme-léninisme. C'est la pensée de Beauvoir, ça c'est plus la mienne évidemment. Parce qu'on a bien vu, ils ont vu eux quand ils sont allés en Union soviétique, moi je suis allé aussi à l'époque de l'Union soviétique, où j'ai vu des choses pas très féministes. Des femmes qui me paraissaient âgées et qui étaient au marteau-piqueur dans la rue à travailler, ça me paraissait pas effectivement un sommet de féminisme. Et je ne pensais pas que parce qu'elles travaillaient pour la mémoire de Lénine, ça devait pour autant s'en trouver justifié. Non, ça ne me paraissait pas normal qu'une femme de cet âge-là soit obligée de manier le marteau-piqueur à Moscou pour pouvoir vivre dans une république dont on disait qu'elle était populaire et qu'elle avait le souci des gens pauvres, simples, modestes et des travailleurs.
Je pense que cette dame qui était travailleuse, elle aurait été mieux chez elle à se reposer après la vie de labeur qu'elle avait. Donc effectivement, on a bien vu que le marxisme n'abolissait pas la lutte des classes, que le marxisme-léninisme n'abolissait pas la différence entre les sexes. Mais ça, c'est une concession que Simone de Beauvoir fait à son époque, en estimant qu'il faut en finir avec cette république et qu'il faut réaliser une espèce de république soviétique qui abolirait les différences entre les hommes et les femmes. Ça, c'est faux. Il y a une différence. Et si vous faites une exploitation de cette différence, vous transformez la différence en inégalité. C'est cette confusion des esprits qu'on voit à l'œuvre aujourd'hui qui fait que les gens estiment que pour empêcher l'inégalité entre les hommes et les femmes, il faut empêcher les hommes et les femmes. Mais non, c'est l'inégalité qu'il faut empêcher. On dit, voilà, il y a la lutte des sexes qui oppose les hommes et les femmes. Eh bien, le problème, c'est les hommes et les femmes. C'est pas la lutte. Et Elisabeth Badinter, par exemple, dans un livre qui s'appelait XY, disait quelque chose d'assez singulier, un peu court, si je puis me permettre. Elle disait, effectivement, si on veut abolir la lutte des sexes, il faut qu'on abolisse les sexes. Donc il faudrait que les hommes soient un peu féminins, les femmes un peu masculines, et qu'on ait une espèce d'androgyna qui fait que tout le monde pourrait faire la paix. Bien sûr que non. Il faut des femmes-femmes, il faut des hommes-hommes, et il faut même des femmes qui soient masculines, il faut des hommes qui soient féminins, enfin tout est possible, mais ça n'est pas parce qu'on a dit qu'il y avait des hommes et des femmes qu'on a immédiatement dit qu'il fallait que les hommes soient supérieurs aux femmes. Tous ces antiracistes qui nous disent qu'ils sont antiracistes et qui, pour preuve d'antiracisme, disent qu'il n'y a pas de race, on a envie de leur dire, s'il n'y a pas de race, pourquoi y aurait-il du racisme? C'est quoi le racisme? Si ce n'est la discrimination des races. Donc quand on est antiraciste, on est contre le fait qu'il y ait une discrimination des races. Vous pouvez pas, si vous êtes antiraciste, dire qu'il n'y a pas de race, ça marche pas. Parce qu'effectivement, les blancs ça existe, les noirs ça existe, les jaunes ça existe. Maintenant, quand j'ai dit ça, je n'ai dit que quelque chose de banal, que tout le monde peut constater. Si on met quelqu'un de blanc, de noir, de jaune sur cette scène, tout le monde saura faire la différence. Après, on peut faire un usage politique de cette différence. On dit les blancs ont inventé, la machine à coudre, les noirs ne l'ont pas fait, donc ils sont supérieurs aux noirs, les blancs. Tout le discours racial ou racialiste des gens du 19e siècle qui disent ils n'ont rien inventé. Nous, on a tout inventé. Moi, je connais plein de gens qui n'ont rien inventé, et beaucoup plus d'ailleurs que de gens qui ont inventé. Et c'est pas parce qu'on a inventé, l'autoroute, que pour autant on est plus génial que quelqu'un qui n'aura pas inventé l'autoroute. Donc on peut dire il faut des différences, il faut de la diversité. On est dans une époque singulière où tout le monde veut de la diversité, mais où finalement, dès qu'il y a un début de diversité qui se manifeste, on dit oh là là, les hommes et les femmes c'est la même chose, les blancs et les noirs c'est la même chose, les homosexuels et les hétéros c'est pareil, les handicapés et les gens qui ne sont pas handicapés c'est pareil. Bien sûr que non, c'est pas normal, que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. La preuve c'est que moi quand je vais dans une mairie, j'y vais jamais en chaise roulante. Au contraire des handicapés qui y vont en chaise roulante. Donc il faut arrêter de dire que le handicap n'est pas un handicap. D'ailleurs, on dit même plus les handicaps, on dit les gens en situation de handicap. Donc moi, je serais en situation de blancheur, par exemple, ou je serais en situation de masculinité. Il faut arrêter de jouer avec les mots quand les choses nous font la démonstration que c'est à partir du moment où on dit non, je suis valide, j'ai pas envie que les handicapés aient la possibilité d'accéder aux mairies avec leur chaise roulante. À ce moment-là, je fais de la discrimination. C'est pas la même chose. Donc il y a des différences et vive les différences. Vive les blancs, les noirs, les jaunes, les métissés, etc. Vive les hétéros, les homos, tout ce qu'on voudra. Vive les Français, les Allemands. Vive la diversité. Plus il y aura de diversité, mieux ce sera. Simplement, on ne peut pas dire qu'il faudrait effacer les diversités parce qu'il y aurait une espèce de, de personnage sans sexe, sans couleur, qui serait une espèce d'individu universel, de matière interchangeable, qui finalement serait le même partout sur la planète. C'est pas vrai. Il faut faire un peu le tour du monde pour ça, pour voir que il faut aller à Bénarès, il faut aller dans des endroits où le monde est vraiment autre que celui qu'on connaît ici en Occident, pour se dire oui, il y a d'autres mondes, il y a d'autres façons d'être et il y a d'autres façons de faire. Donc effectivement, le féminisme comme il est présenté aujourd'hui est une invitation à détruire la République pour mettre en avant la pure subjectivité en disant en tant que. Tous ces gens qui disent en tant que femme, en tant que juif, en tant qu'homosexuel et ça. Mais on s'en moque. C'est pas important d'être juif, ou c'est pas important de pas l'être non plus. On se détermine pas par rapport à ça, on se détermine pas non plus par le fait d'être un homme ou d'être une femme. En tant que femme, qu'est-ce que ça veut dire en tant que femme? J'avais des amis qui, à une époque de Ségolène Royal, disaient il faut voter pour elle, parce que c'est une femme. Là, la dernière fois, je dis j'espère que tu votes pour Marine Le Pen, c'est une femme. On dit ah non. Je dis comment ça, non? C'est une femme. Une époque avec Ségolène Royal, c'était la dernière des vertus. Ou la première des vertus, enfin c'était la vertu essentielle. Il fallait une femme, parce que c'était une femme. Et moi je dis, je trouve que ce comportement est ridicule. Si la femme est compétente, ça ne pose aucun problème. Si elle est incompétente, ça en pose. Je
parle pas de Ségolène Royal. Mais ça en pose des problèmes. On a le droit de pouvoir dire d'une femme sotte qu'elle est sotte sans être misogyne. C'est même ça la véritable égalité. C'est de dire, vous voulez des droits. C'est bien, vous avez droit aux droits. Mais vous avez aussi le droit d'être considéré comme les hommes. Et quand on a affaire à un crétin, on lui dit que c'est un crétin. Et quand une crétine est crétine et qu'on lui dit qu'elle est crétine, qu'est-ce qu'on s'entend dire? Qu'on est misogyne et qu'on est phallocrate. Qu'on est sexiste. Alors, je dis, c'est pas ça le féminisme. Ou comme quand on dit à quelqu'un, désolé, vous venez de violer ma femme, je suis pas d'accord. Et il dit, oh, vous me dites ça parce que je suis noir. Il dit, non. Je dis pas ça, vous venez de violer ma femme, quoi. J'avais même pas remarqué que vous étiez noir. Donc, on me dit, mais vous êtes raciste. Et d'un seul coup, vous dites, mais on peut plus rien dire. Donc, il y a une espèce de revendication identitaire tribale où les gens ne veulent plus faire communauté. On ne fait plus communauté républicaine parce que on avance avec ses particularités. En tant qu'homme, en tant que femme, en tant que juif, en tant que communiste, en tant que franc-maçon, en tant que personne de grande hauteur, en tant que personne de petite hauteur, en tant que personne malvoyante. Je dis, mais ça existe, les aveugles. Arrêtez, bon sang, les aveugles. Mais vous pouvez utiliser le mot aveugle. C'est pas quand on a dit aveugle, on n'insulte pas les gens qui ne voient pas. Donc il y a un moment donné avec le féminisme où on doit se dire, mais où est véritablement le féminisme? Est-ce qu'il n'y a pas de la revendication identitaire à vouloir absolument être féministe, parce que personne ne dit je suis pas féministe. Et quand des gens revendiquent des comportements qui sont misogynes et phallocrates, y compris des femmes, le voile est un signe de soumission, et les femmes qui arborent un signe de soumission, plutôt que de dire oui, je suis soumis à mon mari, alors c'est quoi le problème? Disent c'est un signe de féminisme, c'est un signe de libération. Vous dites mais vous n'êtes pas obligé de dire des bêtises. C'est depuis toujours un signe de soumission au pouvoir de l'homme. Dites, c'est un signe de soumission au pouvoir de l'homme, et c'est ainsi. On a le droit de penser comme ça, c'est pas gênant. Pourquoi est-ce que vous voulez absolument qu'un signe de soumission soit un signe de libération? Pourquoi voulez-vous qu'un signe d'assujettissement soit un signe de liberté? Pourquoi est-ce que vous voulez qu'un signe de dépendance, ça devienne un signe d'indépendance et d'autonomie? On marche sur la tête. C'est Orwell qui s'en vient nous dire, mais effectivement, le oui devient le non devient le oui, le blanc devient le noir devient le blanc, et je comprends qu'à votre âge, vous soyez perdu en vous disant, mais qu'est-ce que ça veut dire si effectivement arborer les signes de la soumission, c'est être dans le féminisme, pour une femme, c'est être dans le féminisme, alors je comprends plus. Je sais plus où est le féminisme. Oui, vous avez raison. Que des femmes disent, mais moi j'aime bien être la femme de mon homme, et puis j'aime bien lui faire à manger, lui recoudre ses chaussettes, et puis j'aime bien de temps en temps qu'il me mène une baigne, parce que quand il me met une baigne, au moins c'est un mâle, un vrai, un dur, un costaud, chéri, fais-moi mal. Vous pouvez dire ça. Vous avez le droit de le dire, pourquoi pas. Mais arrêtez de dire, je le dis parce que je suis féministe. Ben non, pas ça le féminisme. Une femme n'est véritablement féministe que quand elle dit, mais je fais ce que j'ai à faire, j'ai de compte à rendre à personne, non, j'ai pas de compte à rendre sur mon sexe. Vous n'avez pas à me dire parce que femme ceci ou parce que femme cela. Moi, j'ai fait ma thèse avec une dame qui d'ailleurs je profite pour rendre hommage, Madame Goyard-Fabre. Jamais une seule seconde, je n'ai estimé que je ne pouvais pas faire une thèse avec une femme dont la directrice, enfin avec une directrice qui serait une femme. J'ai pas pensé ça une seconde. J'ai été plus de 20 ans prof dans l'éducation nationale. J'ai eu une directrice enfin c'était une directrice que j'avais pendant que j'y étais. Je n'ai jamais pensé une seule seconde qu'il s'agissait d'une femme. J'avais une directrice d'école, de lycée, j'avais une directrice de thèse, et jamais je ne me suis surpris à dire ouais mais pense comme ça, c'est normal, c'est une bonne femme. Ou je disais non, si elle fait ça, c'est une conne. Pas ma directrice de thèse. J'ai jamais eu l'occasion de penser ça de ma directrice de thèse. Mais pour l'autre un peu quand même. Et donc, je me disais c'est pas parce qu'elle est femme qu'elle me dit qu'elle dit une bêtise. D'une bêtise, c'est tout. Puis la femme, c'est pas du tout un problème. Il y a juste un moment donné où si vraiment on veut pouvoir être féministe, et il le faut. Parce que le statut des femmes n'est pas drôle. Parce que les femmes, on leur demande de faire 2 journées en une à peu près naturellement. On leur dit il y a des enfants, mais en gros, vous savez mieux faire que nous un certain nombre de choses. C'est bizarre, les femmes, elles savent mieux s'occuper des enfants, elles savent mieux les lever, les laver, elles savent mieux faire à manger, la cuisine, elles savent mieux faire tout ça. Ça tombe bien, hein, parce que nous, on le fait moins bien. Donc c'est pour ça on dit, mais je te laisse faire parce que tu sais faire, toi. Hein. Donc non, bien sûr que non. Et il faut effectivement partager les tâches, il faut être dans sa vie intime et privée féministe, c'est-à-dire dire ça ne plaît à personne de passer l'aspirateur, donc il n'y a pas de raison que ça revienne aux femmes. Et puis moi, j'aime pas passer la tondeuse, d'autant que j'ai pas de gazon, ça tombe bien. Mais je veux dire que l'idée de dire ah ouais mais toi c'est le gazon parce que t'es un homme, etc. Non, pas du tout, ça m'énerve. Mais je cuisine, je fais le marché tout le temps, régulièrement, et je ne me dis pas tiens c'est une activité de femme. Non, j'adore faire la cuisine et je fais la cuisine tous les jours, tout le temps et depuis que j'ai 15 ans. Et je fais mon marché et je ne me suis jamais dit tiens c'est une activité de femme.
Parce que les hommes, ils font ça le dimanche, mais parce qu'ils sont avec bobonne. Ils ont les tongs, ils ont le short, et puis ils font le marché. Mais en fait, aujourd'hui, peut-être qu'ils vont faire des carottes râpées, parce que le dimanche, ça détend. Mais quand il va falloir faire à manger pour les enfants, ça va être les femmes. Et donc, il y a chez les femmes une espèce de difficulté à pouvoir être dans l'autonomie, parce qu'on estime qu'il leur revient un certain nombre de tâches, que c'est comme ça, qu'elles font ça mieux. C'est presque un hommage qu'on leur rend de dire « c'est drôle, tu cuisines drôlement mieux que moi ». Ça tombe bien. Donc si je te fais à manger, tu vas le regretter. Le mieux, c'est que je ne commence pas. Donc, voilà. Mais de temps en temps, on fait une tarte. Et des fois, on dit, c'est quoi ta spécialité? Je dis, mais ça, j'ai pas de spécialité. Moi, je fais tout. Parce que si on a une spécialité, c'est qu'on cuisine jamais. Ou alors qu'on fait un baba au rhum et que on ne sait pas faire autre chose que le baba au rhum. Donc cette idée qu'il y aurait des activités dédiées et des activités dédiées aux femmes, et que il y aurait des activités dédiées aux hommes, etc. Non, effectivement, il faut se battre contre ça. Il faut se battre aussi sur cette idée qu'une femme ne serait femme que si elle était mère, véritablement. Il faut que les femmes aient le droit de ne pas avoir d'enfants, qu'elles ne se déterminent pas par rapport à l'enfant en disant « ça y est, je suis mère, donc je suis femme ». Non, on n'a pas besoin d'un tiers pour être femme. On n'a pas besoin d'un mari, on n'a pas besoin d'un amant, on n'a pas besoin d'un fils, on n'a pas besoin d'une fille. On a juste besoin de dire j'ai à dire des choses ou à faire des choses, non pas parce que je suis femme, mais parce que j'ai à le dire et j'ai à le faire. J'ai à imposer ma place, ma trace dans l'existence, et c'est pas en tant que femme. C'est juste plus dur, c'est juste plus difficile. Donc effectivement, le féminisme, il doit être sur ces sujets-là. Alors après, évidemment, vous avez des confiscations du féminisme par des intellectuels. Je songe à Judith Butler, par exemple, qui est homosexuelle américaine, etc., qui, sur les campus américains, a lancé cette théorie du genre, car il y a une théorie du genre. Jade Vallaud-Belkacem a beau dire ce qu'elle veut en disant qu'il n'y a pas de théorie du genre, mais des études du genre, tout le monde aura vu la différence. Hein. Oui, d'accord, il n'y a pas de théorie du genre, il y a que des études, sauf que les études, c'est une théorie. Eh bien, donc, cette théorie du genre qui consiste à dire que il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, il y a du masculin, du féminin, mais que ce sont des identités culturelles. Mais non, il y a du naturel. Je suis désolé, j'ai souvent l'habitude de dire que l'utérus est plus fréquent chez les femmes que chez les hommes, et que les testicules, c'est aussi beaucoup plus fréquent chez les hommes que chez les femmes. Je n'y peux rien. C'est pas par féminisme, par machisme ou par phallocratie. La biologie, ça existe. La physiologie, ça existe. L'anatomie, ça existe. La preuve, c'est que des transsexuels qui ne se sentent ni hommes ni femmes, ou qui éventuellement sont avec un corps d'homme mais se sentent femmes, ou avec un corps de femme et se sentent hommes, il y a un moment donné, quand ces transsexuels décident de choisir un sexe, eh bien, ils ont une relation avec un médecin qui va être un endocrinologue, et puis ensuite avec un chirurgien. Et donc, on va leur injecter des substances. Pas des livres, ou des idées de Foucault, ou des idées de Derrida, on va leur injecter des substances. C'est-à-dire de la testostérone chez les filles pour qu'elles deviennent des garçons, si elles le souhaitent. Et à ce moment-là, elles vont avoir une voix plus grave, elles vont commencer à avoir de la moustache et de la barbe, un système pileux, un système mammaire qui va régresser. Et puis après, on va faire éventuellement un pénis qu'on va, d'un point de vue chirurgical, installer. Même chose pour ceux qui veulent, dans l'autre sens, changer de sexe. On ne change pas de sexe juste en s'imbibant des pensées de Judith Butler, mais simplement en ayant des piqûres d'hormones. Donc cette théorie féministe qui consiste à dire que nous ne sommes que des archives et que finalement c'est une espèce de cire vierge. Quand un petit garçon arrive au monde, ça n'est pas un petit garçon. Quand une petite fille arrive au monde, ça n'est pas une petite fille. C'est juste une espèce de cire sur laquelle on peut imposer une signature qui va faire le garçon ou qui va faire la fille. C'est ce que disent ces gens-là, les tenants de ce féminisme. Il n'y a pas de garçon, il n'y a pas de fille, il y a juste une espèce d'identité neutre, et c'est la société qui va fabriquer le garçon, ou c'est la société qui va fabriquer la fille. C'est pas faux surtout. Et on le voit bien que quand arrive un enfant à la maternité, vous avez petit garçon, petite fille. Et si vous avez un petit garçon, une petite fille, vous avez des réactions qui ne sont pas forcément les mêmes. Et vous avez un regard sur cet enfant qui va le constituer comme un être masculin si c'est un petit garçon, comme un être féminin si c'est une petite fille. Parce qu'on estime que les garçons, c'est dur, c'est des costauds, c'est des tatoués, et qu'il faut être solide, et qu'il faut pas pleurer. Pleure pas, tu vas pas faire ta fille. Et si la petite fille, elle pleure, on a le droit. C'est une fille. Bah, chiale, c'est normal, etc. Donc il y a des stéréotypes de ce type-là. Non, je dis pas que je souscris à ça. Mais je veux dire, il y a des stéréotypes de ce type-là qui font effectivement qu'on construit les garçons, qu'on construit les filles comme des caricatures de garçons, comme des caricatures de filles. Et les tenants de la théorie du genre ont raison de dire qu'il y a des stéréotypes sociaux, qu'il y a des stéréotypes culturels, et que nous fabriquons des petits garçons, nous fabriquons des petites filles, et parfois avec des trucs ridicules. Un petit garçon, un camion de pompiers, puis la petite fille, une poupée Barbie.
Mais c'est tout aussi ridicule de dire, toi, la petite fille, tu vas avoir le camion de pompier, et toi, le petit garçon, tu vas avoir la poupée Barbie. Parce que c'est un ridicule qui ne remplace pas le ridicule. Il y a un moment donné où il faut savoir qu'à l'école, on n'est pas là pour faire douter l'enfant sur son identité. Il n'est pas question qu'en primaire, on dise à un petit garçon, tu sais, si tu veux une petite fille, c'est possible aussi. Ou une petite fille, si tu veux être un petit garçon, c'est possible aussi. Alors, comment tu te sens dans ton corps? Plutôt garçon ou plutôt fille? Terrible que l'éducation nationale s'empare de ça, alors que normalement, un instituteur, une institutrice, j'aime ce beau mot, je le préfère à professeur des écoles, mais un instituteur ou une institutrice sont là pour aider à construire une identité. Ils ne sont pas là pour mettre du trouble dans le genre, mais sont là pour aider à l'identité. Rien n'interdit qu'un petit garçon se sente fille, rien n'interdit qu'une petite fille se sente garçon, et à ce moment-là, pour des cas particuliers comme ça, effectivement, pensons les choses autrement. Mais pour le reste, on a le droit de dire que le masculin, ça existe, que le féminin, ça existe, sans pour autant estimer que si le masculin existe, il est déterminé à opprimer le féminin. De la même manière que quand on dit, mais ici, il y a quelqu'un qui est noir, et puis ici, il y a quelqu'un qui est blanc, on n'a pas dit du simple fait qu'on a distingué deux évidences que le blanc devait assujettir le noir. Pas plus qu'à l'inverse, dans des configurations d'aujourd'hui, le noir ne devrait assujettir le blanc. Parce que l'idée qu'on puisse dire, dans l'Afrique du Sud de l'apartheid, ou dans les États-Unis, il y a une 50aine d'années, interdit aux noirs, n'était pas défendable. Pourquoi aujourd'hui, en France, y a-t-il des réunions organisées par des gens de couleur qui sont interdites aux blancs? Et que toute une gauche morale s'en vient dire que c'est une bonne chose. Des séminaires où on interdit les blancs sous prétexte qu'il faut les tenir à l'écart. Eh bien, ça s'appelle du racisme aussi. Donc il y a juste un moment donné où il faut effectivement, et vous avez raison, de douter, d'être perdu, de vous dire, mais attendez, un blanc n'a pas le droit de dire d'un noir qu'il est interdit, et heureusement. Mais un noir aurait le droit de dire d'un blanc qu'il est interdit. Ça veut dire quoi? Que le racisme, finalement, c'est pas si mauvais que ça. Si le racisme, il vient de quelqu'un, il est une bonne chose. S'il vient de quelqu'un d'autre, il n'est pas une bonne chose. Non, le racisme, c'est toujours mauvais. C'est la discrimination sur la race, la couleur. Eh bien, ça n'a pas de raison d'être. Le sexisme n'a jamais aucune raison d'être. Il n'est pas question qu'on fasse une discrimination sur le sexe. Mais on a le droit de dire, effectivement, que l'époque où on disait les femmes n'ont pas le droit de faire ce métier-là, c'était une époque ridicule, mais ridicule l'époque où on dirait qu'une femme a le devoir de faire ce métier-là parce que, etc. Ou même la parité. Qu'est-ce que c'est la parité si les femmes n'ont pas envie de faire de la politique et n'ont pas envie de faire de la politique? Cette idée que les femmes ne seraient qu'en tant que femmes. J'ai toujours trouvé ça très étrange, que les femmes se battent, qu'elles fassent de la politique si elles veulent, qu'elles prennent des pouvoirs dans les partis dans lesquels elles entrent, etc. Que tout ça soit susceptible d'être fait. Mais on voit aujourd'hui que dans des logiques de parité, on finit par dire, bon, mon gouvernement est correctement composé, il y a moitié d'hommes, moitié de femmes. Et puis, il y a les gens qui viennent de la diversité, comme on dit. C'est quoi cette diversité? Moi, je dis, je suis normand, je me sens très divers à Paris. Et j'ai pas l'impression qu'à Paris, en tant que normand, je sois très représenté. Je pourrais dire, moi aussi, mais dites donc, en tant que normand, je revendique ceci, ou en tant que... Non, ça n'a aucun sens. Je suis français. Donc, que les diversités soient possibles et soient imaginables, mais qu'aucune diversité n'ait l'empire sur l'autre. C'est tout. Que les hommes ne dominent pas les femmes, mais que les femmes ne dominent pas les hommes. Que les blancs ne dominent pas les noirs, mais que les noirs ne dominent pas les blancs. Qu'on soit juste dans une configuration républicaine, c'est ça l'étymologie de république. Res publica, chose publique. Nous faisons une chose publique. Nous parlons d'autant plus de vivre ensemble, une expression dont j'ai déjà dit que je la détestais, que nous ne parlons plus de république. Donc, il faut célébrer le vivre ensemble. Mais on n'a pas à célébrer le vivre ensemble. On a à faire communauté. C'est-à-dire éviter le tribal. Éviter la tribu, éviter que chacun puisse arriver là en disant, moi, en tant que Corse, en tant que Basque, en tant que je sais pas quoi, je veux que les gens qui mesurent ma taille aient des droits. Voilà. On va faire un club des 182. Voilà. On va dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ces revendications identitaires, personnelles, subjectives, narcissiques, auto-centrées, en disant, moi. Moi, vous avez vu ma couleur, vous avez vu ma religion, vous avez vu mon orientation sexuelle, vous avez vu ma taille, vous avez vu et en tant que ça, je veux être reconnu comme tel. La République, dans ses grands moments, elle disait, on accueille tout le monde. Et quand on accueille tout le monde, on va pas regarder à la bouche du cheval qu'on achète en disant, vous êtes qui, vous êtes quoi, vous êtes transgenre, vous êtes blanc, vous êtes noir, c'est quoi votre religion, je sais pas quoi. Il y a de la place pour tout le monde. La diversité, la République, c'est ça. C'est de dire, vous arrivez, vous gardez vos diversités, vos façons d'être diverses et multiples. Mais en même temps, il y a une règle du jeu.
S'il n'y a pas de règle du jeu et que tout le monde déteste tout le monde et que chacun revendique pour soi, pour sa petite tribu, pour sa petite communauté, pour sa petite famille, pour son petit truc, parce qu'on est dans une logique ultra-tribale aujourd'hui. Et le retour des tribus et l'extrême puissance des tribus, c'est le signe, hélas, que nous ne savons plus faire une communauté qui pourrait avoir des projets communs, des projets de construire une société autrement, plus juste, moins agressive, moins violente, moins brutale, moins forte avec les forts et faible avec les faibles, moins fort avec les faibles, pardon, et l'inverse, où on pourrait dire, mais non, il y a du chômage, de la misère, de la pauvreté, refaisons une communauté dans laquelle on n'aura pas le souci de certaines minorités, mais pas le souci d'autres minorités. Si vous êtes un paysan pauvre de Normandie, aujourd'hui, vous êtes une minorité qui compte pas beaucoup. Si vous dites, moi, en tant que paysan, dont certains de mes copains se pendent une fois tous les jours en France, et que, effectivement, la profession est sinistrée, si vous dites, en tant que, on dira, c'est quoi? C'est corporatiste, c'est plouc, c'est paysan, c'est râleur, c'est gens jamais contents, cette France profonde de crétins qui ont voté non à Maastricht, qui gna gna gna, etc. Non, il y a juste un moment donné où il faut retrouver le sens de la République, et la République, elle est à dépoussiérer, bien sûr. Et Chevènement, qui est un ami, on en parle de temps en temps souvent, je souris un petit peu de sa façon très vieille France de défendre une république, puis il me dit, mais t'as raison, je suis attaché à des vieux réflexes. Mais il faudrait repenser cette république dans l'esprit, par exemple, girondin, qui permet, et pas jacobin, qui permettrait, et il me dit, Jean-Pierre Chevènement, il me dit, bon, ça c'est pas grave, ce qui nous oppose là sur girondin, jacobin. J'étais gentil, mais je pense au contraire que c'est majeur comme distinction. Donc oui, il faut aider les minorités à cesser d'être des minorités. Mais il y a un moment donné où il faut éviter que les minorités deviennent tyranniques. Il y a une tyrannie de la majorité, ça me paraît évident. Mais ce qui signifie un peu notre époque, ce qui qualifie un petit peu notre époque, c'est cette propension à un certain nombre de minorités d'exprimer une tyrannie. C'est la tyrannie de la minorité qui fait que les majorités sont obligées de demander pardon. Il y a juste un moment donné où vous pouvez dire, mais on arrête avec ces histoires de tyrannie. Oui, il n'y avait pas de raison que les majorités tyrannisent les minorités, mais il n'y a pas plus de raison pour que les minorités tyrannisent les majorités, parce que ce qui est problématique, c'est pas le jeu minorité-majorité, ce qui est problématique, c'est la tyrannie. On ne veut pas de tyrannie. C'est le propre de la philosophie, c'est de dire, là où il y a ce que Deleuze appelait des microfascismes, et il y a des microfascismes entre les hommes et les femmes, eh bien, installer des micro-résistances pour que les tyrannies n'aient pas lieu. Cette théorie des microfascismes, elle est extrêmement intéressante. C'est-à-dire que quand vous êtes, je prenais l'exemple tout à l'heure de l'homme qui regarde le match de foot pendant qu'il laisse sa femme mettre la vaisselle dans la machine à laver en disant, c'est pas elle qui fait la vaisselle, c'est la machine. Ouais, sauf que faut quand même mettre dans la machine, faut quand même mettre le truc, faut mettre en route, faut ressortir, donc voilà. Eh bien, on voit bien que dans ces façons de se comporter, il y a des microfascismes. Le microfascisme, c'est dans une petite situation de rien du tout, quelqu'un qui effectivement s'impose par la violence et l'autre qui subit cette violence et ne dit rien. Éventuellement n'a pas le choix de s'opposer à cette violence. Eh bien, ce sont ces micro-résistances qui sont à l'œuvre partout. Et plutôt que de penser en termes de tribus, en termes de catégories, de sexe, d'âge, de couleur, je sais pas quoi, c'est de penser en termes de microfascisme. Et parfois, il y a des microfascismes entre un blanc et un noir, et c'est parfois le noir qui est fasciste à l'endroit du blanc. Et c'est parfois la femme qui est microfasciste avec l'homme. Ça marche pas toujours dans tous les sens. Donc si vous avez cette appréhension du monde, vous ne penserez plus en termes de en tant que ceci ou en tant que cela, vous penserez en termes de microfascisme en disant n'y a-t-il pas un microfascisme à se faire engueuler quand on a juste envie de dire aux femmes qu'on a envie d'être leur compagnon dans un combat féministe. Oui, il y a un microfascisme à s'entendre dire quand on dit je me sens ton compagnon dans un combat féministe, casse-toi pauvre con. Bonne soirée, à demain.